Ils vous ont menti sur à peu près tout. Ils vous ont menti sur les masques. Le gouvernement vous a dit qu'il y avait des stocks, mais qu'ils étaient inutiles. Puis qu'ils étaient indispensables, mais qu'on n'avait pas de stock. Ils ont fait mentir les chiffres en brandissant chaque jour un nouvel indicateur toujours plus anxiogène. Depuis le début de l'année, le Covid-19 a fait 56 000 morts en France, soit 3 fois plus qu'en Allemagne, et ce, parce que nous avons fermé 69 000 lits d'hôpitaux en 15 ans. Le gouvernement a osé affirmer qu'aucun malade n'avait été abandonné, alors que nos anciens, nos parents, nos grands-parents ont été privés de soins et d'hospitalisation, condamnés à une mort couronnée de solitude. Ils vous ont menti sur le professeur Raoult, parce qu'il ne fait pas le jeu des grands laboratoires. Le vaccin avec ARN messager ne serait pas un vaccin à proprement parler. Pour le professeur et infectiologue Christian Perron, c'est de la thérapie génique sur laquelle nous n'avons aucun recul. Une aubaine pour des laboratoires pharmaceutiques qui n'auront même pas à payer leurs potentiels dommages irréversibles. TV Liberté défend la vérité. Aidez-la. Cela fait partie des habitudes de nos dirigeants que de nous expliquer que nous devrions nous inspirer des pays du nord de l'Europe. On nous dit généralement que les descendants des Vikings, Danois et autres Suédois ont l'exclusivité de la sagesse, de la mesure, de la bonne gestion, de l'esprit public et du sens de la réforme, alors que nous, Gaulois et Latins réfractaires, sommes d'indécrottables rebelles, impossibles à administrer. Prendre exemple sur les pays du Nord, ma foi, pourquoi pas? Je serais tenté de croire que c'est la solution en considérant ce qui vient de se passer au Danemark. Voyons plutôt. Le gouvernement danois avait mis sur pied un redoutable programme anti-Covid, un modèle du genre en termes de restriction des libertés publiques. Macronor, Mussolinor étaient dépassés. Le projet de loi prévoyait que le ministère de la Santé puisse classer comme maladie socialement critique, je vous laisse goûter cette formule au délicieux parfum de dictature marxiste, un tel classement devant permettre aux autorités de prendre tout un ensemble de dispositions outrepassant largement le cadre législatif habituel. Au menu, examen médical et hospitalisation forcée des personnes supposées infectées, vaccination de force de groupes de population prédéterminés, possibilité pour les opposants d'être arrêtés et détenus préventivement, et oui, le tout sans l'accord du Parlement, sinon ça ne serait pas drôle. Bigre de bougre, Christophe Barbier, inféodé comme jamais à la Macronie en marche vers la dictature, en rêve déjà la nuit, lui qui rêve d'interdire de sorties de restaurants et de cinéma, ceux qui auraient refusé la picouse étatique. Revenons à nos blonds vikings. Sous des dehors apparemment imperturbables et patients, ils ne s'en laissent pas compter. Les Danois ont décidé de ne pas se laisser faire. Pas question de se laisser enfermer ainsi, sans mot dire, pour finir par se laisser éradiquer comme de pauvres visons en cage. Pendant 9 jours, sans interruption, avec persévérance, ils ont manifesté à Copenhague devant le Parlement et ils ont courageusement obtenu que le gouvernement revienne sur ce projet de loi profondément autoritaire et totalitaire. Chapeau bas, messieurs les blonds vikings et mesdames les blondes vikingesses, vous nous avez donné la preuve qu'avec un peu de détermination et de force de conviction, l'on peut obtenir de beaux résultats pourvu que l'on ne se couche pas dans la soumission, mais au contraire, que l'on se dresse debout avec détermination.
Cela dit, il faut se garder de vendre la peau du caribou avant de l'avoir tué. Le gouvernement danois met temporairement au sommeil le projet, mais n'exclut pas de revenir à la charge, même s'il a bien été obligé de prendre acte de la résistance du terrain et de l'opposition politique. Nos Vikings restent donc prudents et nous devons l'être aussi, car si la dramatique loi danoise est pour le moment jetée à la poubelle, elle pourrait donner des idées à Macronor Mussolinimus. Je vous quitte sur l'épopée de cette belle victoire danoise, vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. Tout récemment, avec une exaltation toute stalinienne, Barbara Pompili, notre ministre de l'écologie, s'est réjouie au micro de France Info de ce que, je cite, « le glaive de la justice allait enfin s'abattre sur les bandits de l'environnement ». Sic, tremblez, bonnes gens. Un nouveau venu va en effet faire son apparition dans le droit français, le délit d'écocide. Cette invention grotesque est un fruit avarié de la Convention citoyenne pour le climat, ce simulacre de démocratie participative qui nous a été imposé il y a quelques mois par Macronimus minusculus. Que recouvre ce terme fourre-tout et mal défini d'écocide? Un délit général de pollution et un délit de mise en danger de l'environnement. Les Khmers verts les plus acharnés auraient souhaité qu'il soit question d'un crime et non d'un délit. Mais la charge était quand même un peu lourde. Dans sa folie, Barbara Pompili nous explique que la sanction surviendra, quel que soit le degré d'intentionnalité de l'acte, même s'il s'agit d'une infraction d'imprudence. Quant au délit de mise en danger de l'environnement, il va encore plus loin et prévoit l'infraction par anticipation, même si la pollution n'a pas encore eu lieu. Nous allons donc assister à la création d'un corps d'inspecteurs de l'environnement qui vont devenir officiers de police judiciaire et pourront donc verbaliser. Il est vrai que par les temps qui courent, nous manquons un peu d'amendes et de procès-verbaux. Dans ce genre de situation, l'État trouve toujours les fonds nécessaires pour payer la facture de ses élucubrations. La véritable sécurité, elle, peut naturellement attendre encore un peu, beaucoup, passionnément. Qui seront les coupables? Comment s'effectuera le diagnostic de ces nouveaux commissaires politiques? Le flou persiste à ce jour, mais les options ne manquent pas. Les familles détentrices d'une grosse voiture pour transporter leur progéniture, coupables. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire isoler leur logement aux dernières normes en vigueur, coupables. Et pourquoi pas, par infraction d'imprudence, ceux qui auront le malheur de confondre la poubelle jaune et la poubelle verte au moment de jeter leur emballage. Nous pouvons faire confiance au gouvernement pour avoir une inventivité sans limite en la matière. Pendant ce temps, nombre de crimes écologiques vont continuer à rester impunis au nom d'une écologie dévoyée, irriguée par le gauchisme. La voiture électrique continue d'être présentée comme une panacée, alors même qu'elle repose sur le travail des enfants et un véritable massacre environnemental en Afrique et en Asie. Les éoliennes, censées nous libérer du nucléaire, polluent durablement les sols et les paysages. Enfin, le ministère de la Santé milite pour le tout contraceptif qui consiste à nous inonder de molécules chimiques bourrées d'hormones. Et que dire enfin bien sûr de l'avortement, premier entre tous des écocides, dont la clique qui nous gouverne ne cesse de faire la promotion acharnée. Les citoyens de la Convention écologique, à l'origine du concept d'écocide, sont déçus du caractère modéré du projet de loi et affirment avoir une ambition planétaire. En attendant qu'ils partent à la conquête du monde, nous pouvons être totalement rassurés. Pierre Urmic, le consternant maire de Bordeaux qui vomit les sapins de Noël, nous assure qu'il y aura un verre à l'Élysée en 2022.
À notre tour de reprendre le slogan de nos militaires héroïques de la Première Guerre mondiale, les écolos ne passeront pas. Sur cette conclusion virile, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Connaissez-vous Jeanne Labrune? Moi, non. Il paraît que c'est une cinéaste française. Nous n'avons pas tous les mêmes références. Dans mon panthéon cinématographique, je trouve plutôt Jean Renoir, mais pas tellement Jeanne Labrune. Au vu de la manière dont cette dame s'est illustrée récemment dans l'actualité, je ne pense pas avoir raté grand-chose. Bref, Madame Labrune, donc, est une artiste, donc de gauche. Forcément. Dire artiste de gauche, ça n'a pas grand sens, puisqu'un artiste est forcément de gauche. Par exemple, on ne dit pas un communiste marxiste, puisque ça marche forcément ensemble. Bon, je m'égare. Revenons à la délicieuse Madame Labrune. Madame Labrune est une femme engagée. Ça aussi, ça marche ensemble. Si une femme n'est pas engagée, c'est forcément une femelle qui a une tripotée de gosses parce qu'elle est incapable d'avoir un chat. Donc, Madame Labrune, femme engagée, fait des films, milite, pétitionne à tour de bras, le tout sur fond de subventions publiques. Car nous sommes en France, ne l'oublions pas. L'un des dadas de Madame Labrune, comme celui d'Emmanuel Béard à une autre époque, c'est l'accueil des migrants, l'accueil des réfugiés. Elle trouve que la France est rance, qu'elle n'accueille pas assez, que notre bon vieux pays n'est pas assez inclusif. Vous l'aurez compris, Madame Labrune milite pour l'ouverture tout grand des frontières. L'on se demande d'ailleurs pourquoi elle milite pour cette ouverture des frontières réalisée depuis si longtemps. C'est que ça doit l'occuper. Tout cela est bel et bon, seulement voilà. Madame Labrune a la drôle d'idée d'habiter à Paris dans un quartier très ouvert, très inclusif. J'ai nommé le 18e arrondissement de Paris. Normalement, quand on est un artiste de gauche, on préfère le 6e ou le 7e arrondissement, ou le Carré des Antiquaires, ou Saint-Germain-des-Prés. C'est quand même plus sûr, il y a plein de ministères partout et donc plein de policiers partout. Eh bien, figurez-vous que Madame Labrune vient de réaliser que le 18e était mal famé. Il se pourrait même qu'on y trouve des chances pour la France, mais chut, surtout ne le répétez pas, je pourrais me retrouver dans la même situation délicate que notre ami Zemmour. Non, pour être honnête, ce n'est pas tout à fait ça. Madame Labrune a simplement lancé une pétition, une de plus, mais cette fois contre l'insécurité dans son quartier. Elle n'hésite pas à parler de l'horreur du quotidien. Mais qu'est-ce qui lui prend à cette dame brunette ? On ne lui a pas expliqué que l'insécurité, ça n'existe pas, que c'est juste un sentiment. Mais sois sentimentale, quoi, dame brunette. En fait, elle est maligne, Madame Labrune. Comme elle ne veut pas faire le jeu de l'extrême droite, elle se garde bien de nous désigner les responsables de cette insécurité. Tout cela n'a rien à voir avec l'immigration, non, bien sûr. Allez, encore un petit effort, Jeanne Labrune, une agression de plus, et tu rêveras de faire comme ta sainte patronne, tu sais, Jeanne d'Arc. Tu vois qui c'est, Jeanne d'Arc? Non, peut-être pas. Jeanne d'Arc, mais c'est celle qui a bouté l'étranger hors de France. En attendant, et c'est vraiment très triste, Madame Jeanne Labrune n'en peut plus. On dit qu'elle songe à émigrer du côté de Saint-Germain-des-Prés, là où il y a plein de ministères et plein de policiers. Sur cette fin de chronique empreinte d'une désolation labrunique, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. L'ingérence est un mot à la mode. Et comme tous les mots à la mode, il est à sens unique. Il y a la bonne ingérence, par exemple, l'on peut,
L'on doit se mêler de l'état de droit en Pologne, en Hongrie, au nom de la démocratie par exemple. En revanche, la mauvaise ingérence, elle est insupportable. Par exemple, si l'on s'inquiète des fraudes électorales des démocrates américains. Il s'agit là d'une ingérence insupportable, hautement condamnée par le politiquement correct. Évoquons le cas de l'Algérie. Les Algériens sont les rois de l'ingérence à géométrie variable. Ils se plaignent sans cesse de l'ingérence d'Emmanuel Macron en matière de politique algérienne, alors que Manuchon ne cesse de leur donner tous les gages possibles, inimaginables, totalement inimaginables, par le biais de la reine Repentance. En revanche, parle-t-on de l'ingérence des Algériens en France ? Bien sûr que non. Faut pas pousser mémé dans les orties quand même, non mais des fois. Prenons un exemple. L'an dernier, les Algériens étaient des milliers à protester sur la place de la République contre Abdelaziz Bouteflika, tout en agitant comme des forcenés leur drapeau vert et blanc orné d'un croissant rouge. Que dirait-il si moi, j'organisais une manif anti-Macron dans le plein centre d'Alger ? Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, en soi. Mais je ne suis pas sûr que c'est la localisation la plus adaptée, sauf à accepter de finir en saucisson halal vendu sur le marché. Et la santé, parlons-en. Les Algériens nous ont mis dehors en 1962 parce qu'ils voulaient prouver aux yeux du monde entier qu'ils étaient capables de vivre comme des grands, en adultes responsables, majeurs et vaccinés. Résultat, au moindre pépin un peu sérieux, ils viennent se faire soigner dans les hôpitaux français parce que leurs structures de santé ne sont pas en mesure de faire le boulot correctement. Bouteflika en son temps. Et il y a peu de temps, l'ancienne star du football algérien, Samir Adjaoui, ont été bien contents de pouvoir profiter du savoir-faire médical de l'infâme colonisateur. Tiens, il y avait 1 500 000 pieds noirs en Algérie en 1960. Aujourd'hui, il y aurait environ 5 millions d'Algériens sur le sol de France. Rien que ça. Mais l'ingérence de la France est insupportable, c'est certain. Sur cette conclusion interpellante quelque part, je veux juste dire, comme disent les bobos du Marais, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le philosophe Raphaël Enthoven a plusieurs caractéristiques. Il est de gauche, c'est l'ex de Carla Bruni, comme à peu près tout le tout Paris. Il a accepté de venir à la convention de la droite pour pouvoir expliquer qu'il est très ouvert d'esprit et donner ainsi des leçons à tout le monde. Et il passe une bonne partie de son temps à sortir des âneries plus grosses que lui, sous couvert de décrypter notre monde et notre temps. Dernière en date, un passage sur le plateau de BFM TV où il s'est retrouvé à parler de tout et surtout de rien, et en particulier de l'hydre du complotisme qui menace de saper les fondements de notre démocratie moderne. Brrr, j'en tremble. Nous, les complotistes de TV Liberté, j'en claque des dents. Et v'là-t-il pas qu'au détour de la conversation, notre philosophe professionnel amateur nous sort. Ouvrez les guillemets. Quiconque va acheter des produits pornographiques, bien souvent, est aussi ardent consommateur de produits bibliques. Fermez les guillemets. Et de justifier cela comme étant un invariant de la psychologie humaine. Petit malaise sur le plateau télé, tellement la charge était énorme, pour ne pas dire grotesque. Mais le Raphaël ne s'est pas laissé démonter, il a même enfoncé le clou. Il n'y a pas un algorithme pour intégrer l'évidence selon laquelle les gens qui adorent le porno sont aussi souvent des gens qui vont à l'église. Fermez les guillemets. Aïe, je suis anormal, je vais à l'église mais je ne regarde pas de porno. C'est grave, docteur ?
Il va falloir que je me fasse psychanalyser par Tante Bricheton, la femme à main nue. Il paraît qu'elle s'y connaît en pornopsychanalyse. Revenons à notre philosophe. Il faudra qu'il nous explique les liens que l'on peut trouver sur Amazon entre l'Église et la pornographie. Quand je tape « produits bibliques », il n'y a pas grand-chose qui sort, mis à part une paire de sandales en cuir modèle Abraham ou un péplum sur l'Ancien Testament avec Charlton Heston en tête d'affiche. C'est désespérant, impossible de trouver un lien sulfureux, quelle poisse. Ensuite, je me demande où notre philosophe en culotte courte est allé chercher une certitude assénée avec une telle assurance confondante. Sans doute dans les recoins tortueux de son petit cortex surmené d'intello de gauche se battant contre l'injustice dans le monde. Une évidence, selon lui. Mais qu'est-ce qui lui permet de l'affirmer? Fréquenterait-il tout à la fois des grenouilles de bénitier et des amateurs de porno et aurait-il pu observer avec son petit algorithme personnel qu'il s'agissait des mêmes personnes? Je m'en tape les cuisses de rire. Je ne sais pas s'il fréquente des gens qui adorent le porno, mais je suis à peu près sûr qu'il ne prend pas souvent des verres avec des gens qui vont à l'église. Cela dit, notre apprenti philosophe a ouvert mon petit esprit borné. J'ai réussi à trouver des liens avec mes algorithmes non discutables. Quelques exemples. Ceux qui mettent des cravates rouges sont des obsédés sexuels. C'est sûr. Ceux qui mangent des carottes ont trop de poils aux pattes. C'est sûr. Quand une femme est blonde, elle n'est pas brune. C'est sûr. C'est bien, non? Ces liens indiscutables, c'est moi qui les ai trouvés avec mon petit cortex personnel. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire à notre grand philosophe. Peut-être ne sait-il pas que l'explosion de la pornographie correspond très exactement à la soumission à un discours philosophique libertaire, se donnant pour objectif de faire voler en éclats les forces traditionnelles de la société que sont la famille, l'État et l'Église, bien sûr. Notre pseudo-philosophe devrait le savoir. La vision du corps, de l'homme, de la femme, de la sexualité humaine promue par l'Église sont fondamentalement incompatibles avec le visionnage de la pornographie. Au fait, je pose une question ouverte. Notre philosophe de pacotille, qui ne fricote sans doute pas avec l'Église, fricote-t-il ou non avec les sites pornographiques? Poser la question, c'est peut-être donner la réponse, mais cela n'engage que moi. Sur cette question ébouriffante qui va perturber votre soirée, je m'en excuse, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à lundi.